Voilà, on va essayer de ne pas refaire la boulette d'hier, puisqu'on n'avait pas réussi à enregistrer le webinaire, parce que le séminaire avait été lancé par Fanny depuis son ordinateur et j'avais pas la main. Hum. Alors, merci à toutes et tous d'être présents pour ce deuxième temps qui est complémentaire à celui que vous avez eu hier pour préparer. Excusez-moi, je vais fermer la porte. Oui, pour préparer, je dirais, votre soutenance. Aujourd'hui, on est plus dans un complément par rapport à, je dirais, au séminaire d'hier. Donc, on a demandé à Guillaume Lamarre, qui a bien voulu jouer le jeu. Je te remercie, Guillaume. Peut-être que vous le connaissez. Tu as eu l'occasion d'intervenir dans différents groupes et temps forts chez nous à INRAE. Guillaume, tu vas nous présenter un certain nombre d'outils, de méthodes autour de la créativité. Bon, l'idée, c'est d'être le plus concret possible. Je pense que tu as des trucs et astuces pour débloquer la phase d'écriture, de présentation. Donc, je crois que tu as deux temps principaux dans ta présentation. Mhm. Et puis, je te laisse la main, tout simplement. Merci beaucoup, Walter. En effet, je vois des noms que j'ai eu même l'occasion d'interviewer, je crois, au moment des confinements, au moment du Covid. On avait lancé un blog il y a quelques temps de ça maintenant. Hmm. Ok. C'était une de mes premières missions, mais oui, 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 tout à fait. Je suis très heureux d'être là avec vous cet après-midi pendant cette petite heure où on va pouvoir échanger sur deux sujets qui me passionnent. Comme le disait Walter, je vais essayer d'être le plus concret possible. Je sais que en plus vous avez des besoins qui pour le coup sont nécessaires là en ce moment. Voilà, je vais essayer d'être le plus utile possible. Et On va avoir peut-être un petit aussi temps. que tes outils serviront et tes méthodes au-delà, je dirais, du C'est parcours. l'idée. Ouais. Exactement. J'espère que c'est l'idée. Et puis on a un petit temps, on a prévu avec Walter une petite demi-heure à la fin de la session pour que si vous avez des questions, si vous voulez que je vous aide dans la mesure de mes compétences, évidemment, voilà, je serai tout à fait disposé à vous aider si c'est possible. Je vais commencer par me présenter très très rapidement. Moi, j'ai été journaliste pendant 15 ans. J'étais en fait directeur artistique dans un groupe de presse. Donc j'étais conseiller éditorial en fait et je m'occupais de stratégie de contenu et de communication pour ce groupe de presse. La communication qu'on appelle corporate et puis la communication qu'on appelle produit aussi. Depuis 11 ans maintenant, je suis indépendant et je suis à la fois formateur mais aussi écrivain et je traite de deux domaines qui me passionnent dont on va parler tout de suite. Le premier domaine, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Alors c'est un anglicisme, donc on peut appeler ça plutôt de la communication narrative et ce sera peut-être plus agréable pour vos oreilles. Et puis mon deuxième domaine, c'est tout ce qui tourne autour du management de la création et de la créativité et c'est justement comment on peut exploiter son potentiel créatif d'une façon professionnelle ou pas, mais en tous les cas, comment on peut faire appel à des choses qu'on sait déjà faire, mais pour un peu pérenniser cette pratique et pour essayer d'être un peu plus productif si tant est que ça soit possible. Donc, comme Walter le disait, j'ai prévu deux temps, deux grands temps en fait sur cette présentation. Alors là, j'ai mis trois items, mais il y a ces deux temps. Euh, En gros, je vais vous parler de créativité et ensuite je vais vous parler de communication narrative et on va voir comment les deux peuvent construire des passerelles, un domaine avec l'autre et peuvent vous aider au quotidien. Déjà, avant tout, essayez de comprendre que cette notion de créativité, c'est avant tout une question d'état d'esprit, en fait, avant d'être une compétence, puisque je vais vous l'expliquer dans quelques secondes, la créativité, on est tous créatifs, hein, en soi, c'est vraiment pas un sujet, mais le regard que l'on peut porter sur un certain nombre de choses fait qu'on arrive à transformer cette créativité en création, en production et en contenu ou en toute autre chose par ailleurs. Et puis, je vais vous donner quelques petits principes de fonctionnement et aussi quelques outils dans la mesure du possible. Au-delà d'une méthode, il y a avant tout une boîte à outils, des choses qui peuvent vous aider quand vous êtes bloqué, parce que 9 fois sur 10, on est bloqué à un moment ou à un autre. Et c'est important d'avoir des petites voies de contournement et d'être capable de faire appel à un certain nombre de leviers pour pouvoir prendre des raccourcis ou en tous les cas ne pas
rester bloqué devant un obstacle. Donc déjà, pour commencer, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la créativité et comment elle fonctionne. Encore une fois, rien de neuf sous le soleil. Tout ce que je vais vous dire, vous le savez déjà. La créativité, c'est quoi? C'est une science de la connexion. En réalité, la créativité, c'est prendre deux éléments qui ont rien à voir l'un avec l'autre, les mettre ensemble et créer un troisième élément. Donc c'est pour ça que je vous disais il y a quelques minutes que nous naissons toutes et tous aussi créatifs, aussi créatives les uns et les unes que les autres. Euh, Seulement, il y a un certain nombre d'entre nous qui oublient qu'il est créatif ou qu'elle est créative. Pourquoi? Parce que quand vous changez de trajet le matin, parce qu'il y a des embouteillages sur la route et que vous choisissez une autre voie pour vous rendre au travail, vous êtes créative. Quand vous regardez dans votre frigo le soir pour savoir quelle recette vous allez faire avec les aliments que vous trouvez dans votre frigo, vous êtes créatif. Donc en soi, cette capacité à relier des choses, à les associer pour créer quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que l'on fait tout le temps, très naturellement, et on passe notre temps à nous adapter. Et on passe notre temps en fait à être créatif sans le savoir en fait. Donc on est tous créatifs, on est toutes des créatives, mais on n'est pas tous des créateurs ou des créatrices en fait. C'est-à-dire qu'il y a une différence quand même entre avoir des idées ou être capable de connecter des choses pour savoir comment ranger un placard et être capable de produire du contenu, être capable de créer une œuvre, de peindre ou de créer de nouvelles innovations. Ça, c'est un domaine qui est, enfin, c'est forcément une exploitation de ce potentiel créatif qui est euh, un tant soit peu différente et qui nécessite quelque chose d'un peu différent. Donc déjà, avant toute chose, on voudrait nous faire croire, et si vous cherchez un peu sur Internet des espèces de conseils sur la création ou sur ce qu'on appelait à un moment le design thinking, cette façon de penser un peu différente, on pourrait croire qu'il y a un certain nombre de recettes, il y a un point pour commencer et on arrivera à notre petite solution, notre discours écrit, notre présentation faite ou notre toile peinte. En réalité, le processus créatif, en fait, qu'il y a un processus créatif, se déroule un peu plus comme ce petit cerveau sur la gauche de mon image, c'est-à-dire que c'est un beau bordel, en fait, un beau bazar, hein. C'est-à-dire que si je vous dis de pas penser à un éléphant rose, il y a des chances que vous pensiez quand même à un éléphant rose. Et en réalité, euh, à partir du moment où vous êtes engagé dans le processus créatif, c'est très difficile de contrôler ce que l'on va trouver, ce que l'on va imaginer, les associations que l'on va faire. Et en soi, c'est peut-être ça aussi qui pose un petit problème pour un certain nombre d'esprits dits rationnels, c'est qu'en réalité, le processus créatif ne fonctionne que parce que on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va aller, en fait. Et que quelque chose qui est réellement innovant, quelque chose qui est vraiment une création, va être quelque chose que l'on n'a pas eu avant sous les yeux, d'une manière ou d'une autre. Et c'est forcément quelque chose de frais et c'est forcément quelque chose auquel on ne s'attendait pas complètement. Donc, le principe de la création est ce principe d'incertitude, et il est fondamental, mais en soi, vous pouvez quand même vous appuyer sur un certain nombre de piliers qui vont vous aider, en fait, à mobiliser votre créativité dans le but, avec l'objectif de créer quelque chose de nouveau. Ces trois piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer, ils sont écrits là, c'est-à-dire que pour créer, déjà, il faut être un peu anthropologue, il faut être un peu sociologue, il faut être un peu ethnologue, il faut être quelqu'un qui observe les choses. Et en réalité, la clé en fait de la création, on va le voir après quand je vais préciser un certain nombre d'étapes, c'est cette capacité à regarder les choses, et à les questionner aussi d'une manière ou d'une autre. Donc ça, le premier pilier sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est votre sens du regard ou de l'écoute. Le deuxième pilier, c'est l'imagination. Alors là, c'est un peu comme quand on parle de créativité et de toutes ces choses-là, on a tendance à tout mélanger. C'est-à-dire qu'on a tendance à mélanger l'imagination avec l'imaginaire. On a tendance à mélanger la créativité avec l'expressivité. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui aime bien porter plein de couleurs différentes, qui aime bien s'exprimer en public, qui est plutôt expansif. En réalité, on peut être habillé en noir, on peut avoir un bureau très très bien rangé, on peut être extrêmement timide, ne pas aimer parler en public et être extrêmement créatif. Donc, il y a pas de sujet. La créativité et l'expressivité sont deux choses absolument distinctes. Pour l'imagination, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a tendance à comparer, enfin, à confondre l'imagination avec l'imaginaire. L'imaginaire, ce serait mettre des elfes, des dragons dans vos présentations, avoir des trucs un peu fous et faire appel à des univers qui n'existent pas forcément. Alors que l'imagination, c'est votre capacité à projeter les choses.
En réalité, si là, on vous demande justement de faire une présentation sur un projet, en fonction du public qui va être dans la salle quand vous allez faire votre présentation, en fonction du sujet de votre projet, en fonction de ce que vous avez trouvé, vous avez déjà une vague idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Ce que je pourrais appeler une intuition créative, en fait. Et ça, ce truc-là, cette intuition créative, c'est en général, quelle que soit l'organisation dans laquelle vous travaillez, que ce soit un institut, que ce soit une entreprise, c'est quelque chose qu'on a tendance très rapidement à chanter, en fait. C'est quelque chose qu'on a tendance très vite à éteindre. Parce qu'on se dit qu'on va pas avoir le temps, parce qu'on se dit que c'est peut-être un peu ambitieux de tenter un truc comme ça, on a peur de pas y arriver. Alors que c'est quasiment notre étoile du Nord et c'est quasiment la première chose vers laquelle il faut tendre, en fait. Cette intuition créative. J'ai écrit un certain nombre de livres et un de ces livres s'appelle Festin. J'ai eu la chance de rencontrer 10 grands chefs cuisiniers dans toute la France. Et parmi ces chefs cuisiniers que j'ai rencontré Michel Guérard. Michel Guérard est un monsieur qui est décédé depuis quelques mois maintenant et qui a fait partie de la bande de Bocuse, qui a été un des inventeurs de la cuisine moderne telle qu'on la consomme encore aujourd'hui. Et par exemple, un matin, il est à la terrasse de son restaurant et il se dit, tiens, je vais faire une recette à base de café et d'huîtres. Et c'est ça que j'appelle l'intuition créative. Il se dit que le torréfié du café avec le iodé de l'huître peut donner une recette intéressante. C'est ça l'intuition créative. C'est pas ça qui lui donne sa recette après. Ce qui va lui donner sa recette, c'est sa ténacité. C'est sa capacité à travailler son association, à transpirer sur cette association pour que elle soit la plus féconde possible et qu'elle corresponde à l'image qu'il avait au départ. Et donc, du coup, est-ce qu'il va prendre une huître plutôt blanche, une huître plutôt transparente? Est-ce qu'il va la prendre à Cancale? Est-ce qu'il va la prendre à Oléron? Est-ce qu'il va la faire cuire? Est-ce qu'il la laisse crue? Est-ce que le café, justement, il le torréfie? Est-ce qu'il prend un Arabica? Est-ce qu'il prend un Robusta? Et en fait, ça, en fait, la clé du processus créatif, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui est très compliqué et c'est ce qui explique aussi cette notion de procrastination, c'est que le processus créatif fait que vous êtes obligé de faire avec votre propre médiocrité pendant un temps plus ou moins long, en fait. Ce qui est très difficile avec le processus créatif, et c'est pour ça qu'il faut faire preuve de ténacité, c'est que en général, le résultat qu'on commence à obtenir quand on commence à travailler sur un nouveau projet, quel qu'il soit, il est jamais à la hauteur de ce qu'on voudrait qu'il soit. Et c'est très difficile, du coup, de pouvoir avancer parce qu'on a tendance à refuser cette étape de passer par ce moment où on va produire quelque chose qui va être assez moyen, en fait. D'où l'importance d'être capable de s'accrocher quand même à à ce, à ce projet qu'on avait au départ. Et d'où aussi l'importance d'être capable de discriminer ce qui est une bonne idée d'une mauvaise idée. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de très évident, mais c'est quelque chose qui se fait d'une façon très naturelle à partir du moment où déjà, un, vous avez été en contact avec des bonnes idées, c'est-à-dire que vous avez pu assister à des bonnes présentations, vous avez pu lire de la grande littérature, vous avez pu voir des bons films, vous avez vu des belles pièces de théâtre. Donc vous avez une idée de ce que serait l'idéal pour vous dans ce domaine-là. Et puis, vous avez aussi vu pas mal de choses qui n'étaient pas à la hauteur, pour le dire gentiment, en fait. Et vous avez vu des présentations qui étaient très ennuyeuses, vous avez vu des sites internet qui étaient très mal faits, vous avez vu des films qui étaient vraiment pourris. Et ça aussi, ça participe au fait que vous êtes en mesure de discriminer ce qui est à la hauteur et ce qui ne l'est pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui se construit à force et qui se construit surtout d'une façon consciente. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut se poser tout le temps la question de j'aime bien ce qui se passe là, ou j'aime bien ce que je suis en train de voir, j'aime bien ce que je suis en train de lire, pourquoi j'aime bien ce que je suis en train de lire, ou pourquoi je n'aime pas ce que je suis en train de lire. Et plus vous aurez avancé dans cette voie-là, plus vous serez capable, à l'étape justement de production en tant que telle, d'avancer le plus efficacement possible. Ça va, je vous ai pas perdu là? Tout va bien? Enfin, je prendrai les questions après, de toute façon. Là, j'ai un peu l'impression d'être à la radio et de parler tout seul. Mais je vous vois quand même un petit peu, hein, mais c'est Guillaume, assez particulier. Comment? est-ce qu'on doit lever la main? Est-ce qu'on on peut vous interrompre Ah, Ouais, si tu veux m'interrompre, tu peux, Christophe. Oui, en fait, j'entendais. Christophe, ton micro devant la bouche. Ah bon? Cette remarque. Ah oui, j'ai relevé, tiens. Ah, Voilà, c'est c'est bon. mieux. Merci. Pardon.
Ouais, donc je me Tout va demandais bien. si ce qui était dit là, plutôt sur les derniers temps de ta présentation, n'était pas aussi valable pour tout type de production finalement que celle qui est propre aux produits de sortie de la créativité, quoi. Exactement. Enfin, de toute façon, pas- il faut partir d'un principe très très simple, c'est que de toute façon, vous créez même quand vous n'avez pas l'impression de créer, en fait. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à former des professionnels ou des étudiants dans mes deux domaines. Je passe mon temps à inventer des formations, à inventer des formats de formation, à travailler sur des journées, des déroulés pédagogiques. Je passe mon temps en fait à créer de nouvelles choses et même si on a l'impression que c'est absolument pas une œuvre d'art ou un film ou une peinture quelconque, bah ça reste le même processus à chaque fois quoi. Ça reste à chaque fois le processus créatif et c'est ce système d'association d'idées, même si on associe dans un premier temps dans notre domaine, ça reste la même chose. Ça reste cette capacité aussi à imaginer, au sens propre du terme, à projeter ce qu'on voudrait faire pendant une journée de formation sur tel ou tel sujet. Et puis, c'est le travailler suffisamment pour que ça soit quelque chose à la hauteur de ce que mon public attend. Enfin, mon public, en tous les cas, mon audience attend. Donc, tout à fait. Enfin, il n'y a pas de sujet. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, que ça soit sur la communication narrative ou que ça soit sur la créativité, sont des choses qui s'appliquent à tous les domaines et quasiment dans tous les domaines de la vie. C'est pas du tout le sujet aujourd'hui, mais ce qui est intéressant avec ce que propose l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que justement, euh, on peut détourner l'outil de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'au départ, cet outil-là est avant tout un outil statistique, et on peut en faire un outil créatif à partir du moment où on le détourne quasiment de ce pourquoi il est fait au départ. Et ce qui est génial avec l'IA, c'est que vous n'avez pas à gérer votre propre médiocrité, vous avez à gérer la médiocrité de l'IA. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le travailler presque comme si c'était pas vous. Et c'est beaucoup plus confortable de le faire de cette manière-là. Enfin bon, bref, écoutez-moi, je dévie un peu, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Mais tout ça pour dire qu'en tous les cas, ces trois piliers, c'est les trois choses sur lesquelles vous êtes sûr de pouvoir vous appuyer et vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez être sollicité sur un de ces piliers-là, Et que ce soit au comme, début, au milieu ou à la fin du processus. et comme on l'a dit en introduction, ce qui va être évoqué là peut vous servir dans d'autres contextes que par rapport au parcours RF. J'espère. Hmm. GF aussi. Donc le processus créatif, si tant est qu'il y a un processus créatif, ça fait deux fois que je le dis cet après-midi, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça comme ça. Je vais vous afficher tout de suite les trois tuiles et comme ça on sera à peu près d'accord. C'est que en gros le processus créatif se déroule toujours à peu près de la même manière. Il y a une première phase où en fait on va imaginer deux enfants dans une chambre en train de jouer au Lego et on leur demande de construire une navette spatiale ou de construire une ferme et la première chose qu'ils vont faire c'est de vider les coffres de Lego par terre. En réalité, pour nous, c'est exactement pareil. Quel que soit le domaine dans lequel on travaille, que ce soit les sciences, que ce soit la formation, que ce soit l'éducation, il y a une phase d'exploration. Donc, il y a une phase où il faut être en mesure de savoir de quoi il en retourne et d'aller chercher en fait des informations qui vont nourrir en fait notre capacité à créer des connexions. Et ça, ça se fait de plein de façons différentes. Ça dépend de votre caractère, ça dépend de ce que vous aimez faire. Il y a des personnalités qui vont avoir tendance à aller chercher des chiffres, à aller chercher de la data, à aller chercher des choses extrêmement concrètes. Et puis, il y a d'autres personnalités qui vont avoir besoin, dans un premier temps, de s'imprégner des choses et de les regarder peut-être un peu plus à hauteur de vue et de voir un peu les grands fonctionnements, les grands schémas de fonctionnement et s'en imprégner de cette manière-là. Donc ça, c'est une première chose. Donc l'exploration, c'est assez formidable. C'est d'autant plus formidable quand vous explorez et qu'en plus vous remettez en question. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est autant d'observer la matière que vous avez vidée de vos coffres de Lego que de la remettre en question en se posant la question du pourquoi jusqu'à présent on communiquait de cette manière-là, ou pourquoi jusqu'à présent quand on faisait une présentation on le faisait en partant de là, ou pourquoi ces chiffres-là sont ceux-là, et qu'est-ce que ça veut dire après derrière. Donc c'est pas tant une observation passive et juste le plaisir de regarder ou pour examiner, c'est aussi le démarrage en fait d'une réflexion pour renverser un peu les choses qui sont déjà établies en fait. D'accord? Donc ça On, c'est la pour- première grande étape. on pourrait Euh, transposer par rapport au projet là, qui vous concerne tous et toutes. Vous avez tout.
et toutes été en phase d'exploration au départ pour essayer de voir sur quel projet vous allez partir, ensuite d'aller relier par rapport à ce qui fait sens par rapport à votre écosystème, et puis à un moment donné, vous êtes confronté à la situation de faire, et tout cela est itératif, on va dire. Exactement. Euh, le cœur du réacteur, c'est ce que je venais de vous le dire, c'est que le cœur du réacteur du processus créatif, c'est la connexion. Donc, c'est cette capacité à relier les choses. Donc, ce qui va se passer, comme le disait Walter, c'est que dans un premier temps, vous allez, en explorant, commencer à relier, mais à relier à l'intérieur de votre propre matière. C'est-à-dire que vous allez commencer à relier sur des choses que vous avez peut-être pu faire précédemment, sur des choses que vous avez vues par ailleurs au sein d'Inrae, des choses comme ça, et vous allez rester dans votre domaine. Et puis, peut-être qu'à un moment, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que vous allez commencer à connecter avec ce que quelqu'un a raconté qu'il avait fait au CNRS lorsque vous avez vu, je sais pas, une formation ou lorsque vous avez vu un webinaire sur un sujet en particulier. Et puis peut-être qu'à un moment, vous allez aller encore plus loin. C'est-à-dire que vous allez connecter avec ce que fait une école de cuisine ou avec ce que fait un footballeur de haut niveau. Je me lance, allez, un truc comme ça. Vous allez connecter avec un domaine qui n'a rien à voir avec le domaine dans lequel vous êtes, en fait. Et c'est là où, en fait, la connexion devient la plus riche et la plus féconde, en fait. Et c'est pour ça que c'est très important, j'en reviens à ma petite slide d'avant, d'être capable d'observer et d'avoir plein de domaines à l'intérieur de notre septel pour pouvoir aller connecter dans d'autres domaines que le nôtre. Quand je vous dis que j'ai rencontré des chefs cuisiniers, euh, tous les chefs cuisiniers que j'ai rencontrés, euh, quel que soit leur domaine, quel que soit leur niveau, s'intéressent à autre chose qu'à la cuisine. Il y en avait un, César Trois-Gros, par exemple, s'intéressait à la musique. Je vous ai parlé de Michel Guérard, lui, c'était un collectionneur d'art. Il y en a plein qui s'intéressent à l'art contemporain. Donc, en fait, ils vont chercher l'inspiration ailleurs, parce que s'ils restent cantonnés, en fait, à la cuisine, une fois qu'ils ont fait la cuisine régionale, une fois qu'ils ont fait la cuisine mondiale, et une fois qu'ils ont exploré tous les modes de cuisson, tous les modes de découpe, tous les modes de culture, ils vont vite se retrouver coincés. Donc, ils sont obligés d'aller chercher des domaines que personne d'autre n'est allé voir dans leur propre domaine à eux. Et pour nous, c'est exactement la même chose, en fait. C'est là où vous allez commencer à casser un certain nombre de choses qui ont déjà été établies par ailleurs. Et enfin, comme disait Walter, en dernier lieu, évidemment, il n'y a pas de création sans action, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, la créativité ne s'exprime que dans le mouvement. Et si vous avez peur de la page blanche, c'est qu'elle est trop blanche. En réalité, pour créer, il faut fabriquer, il faut faire. Donc, ce que je vous disais à propos du fait qu'il n'y avait pas forcément de processus créatif, c'est qu'en réalité, ça, d'une façon très studieuse, on pourrait se dire qu'on pourrait l'appliquer régulièrement quand on a un nouveau projet à faire et se dire, bah, je vais commencer par explorer tranquillement les choses, et puis ensuite, je vais commencer à relier, et puis ensuite, je vais commencer à fabriquer. À part qu'en réalité, souvenez-vous de mon petit cerveau emmêlé de la slide précédente, c'est le bazar, hein. C'est-à-dire on aurait pu très bien commencer le projet sur lequel vous êtes en train de travailler par l'exécution de ce projet. On aurait pu très bien commencer par commencer à fabriquer les choses, à préparer même le dernier truc, c'est-à-dire la présentation. Et se dire, tiens, si on devait présenter dans l'idéal notre projet sans avoir écrit la moindre ligne à ce sujet-là, et qu'on devait le présenter, comment on ferait? Et à partir de là, on va commencer à créer une nouvelle connexion. Et à partir de là, on va se dire, mais attends, il faut qu'on vérifie quand même cette information, parce que là, si on dit ça, c'est peut-être pas sûr. Et en fait, on va pouvoir tout faire, mais dans le désordre, en fait. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il n'existe pas de processus créatif en tant que tel, parce que c'est le projet en lui-même qui dicte son propre processus. Là, d'une façon très appliquée, je vous donne ces trois grandes étapes, mais en fait, ça se passe, ça peut se passer déjà, ça peut se passer en 3 semaines, mais ça peut se passer en une seconde aussi, ce truc-là. Et puis les trois quarts du temps, la connexion, elle se fait sous la douche. La connexion, elle se fait pendant que vous êtes en train de faire la vaisselle. La connexion, elle se fait pendant que vous êtes en train de faire du running en bord d'air, ou je sais pas où. Donc c'est bien ça le sujet, en fait. Le sujet, c'est d'être capable. Alors c'était Paul Éluard hein, qui disait ça. Il disait, il faut être prêt quand le pain va sortir du four. En fait, ce qu'il faut cultiver, c'est une forme de disponibilité d'esprit quand on rentre dans le processus créatif et de se dire que tout peut advenir et être prêt à ce que tout advienne, en fait. Et ça peut être un peu flippant.
Parce qu'en soi, ça veut dire que quand vous démarrez, même si vous avez une vague idée de ce que vous voulez faire et que vous avez un attendu en termes de qualité et de rendu, bah, c'est pas sûr que vous soyez en mesure d'arriver à faire exactement ce que vous voulez faire. Donc ça fait un peu peur, en fait. D'où le fait qu'on recule bien souvent l'échéance, d'où le fait que bien souvent les profils de créatifs, caricaturalement, sont des gens qui font tout à la dernière minute, en fait. Parce qu'en général, ils ont besoin de digérer tout ça, de processer tout ça, hein, comme en bon anglicisme de base. C'est la nécessité, en fait, de passer à l'action le plus tardivement possible parce que on a peur un petit peu de pas y arriver. Du coup, je vous donne un premier outil et qui est en symétrie avec ce que je viens de vous dire, c'est que j'arrête pas de dire, je passe ma vie à former des professionnels et je passe mon temps à leur dire qu'il n'y a pas de méthode, qu'il n'y a pas de recette, mais je me suis aperçu qu'en fait, moi, dès que j'avais quelque chose à écrire, eh ben, je travaillais toujours à peu près de la même manière et que de fait, j'avais une forme de recette en fait. Parce que là, j'avais un système que j'avais mis en place, une espèce de protocole et qui, je dois avouer, fonctionne à chaque fois. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que je fais à chaque fois, c'est que je commence par faire une liste. Parce que personne n'a peur de faire une liste. Donc, ce que je commence par faire, c'est noter tout ce qui me vient à l'esprit, ce que j'aurais envie de faire, ce que je n'ai pas envie de faire, ce que mon commanditaire me dit, les informations que je récupère, éventuellement une inspiration que j'ai qui passe comme ça, et je note tout sur une feuille dans un bazar pas possible, et je rassemble de la matière. Je m'arrange pour que le plus rapidement possible, soit avec un stylo et une feuille, soit avec un traitement de texte, le plus rapidement possible, ma page soit le moins blanc possible. Et après, le secret, c'est que une fois que j'ai fait ma liste, donc c'est une liste que je peux laisser ouverte pendant un temps, mais je peux m'accorder une demi-heure, 40 minutes pour la faire, je la laisse reposer en fait. Et ça, c'est une des clés de l'écriture, hein. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçu que vraiment, les temps d'infusion et les temps de, on va appeler ça de la sédimentation, ou comme vous voulez, ou de la fertilisation, sont fondamentaux. C'est-à-dire que plutôt que de me prendre un mur, bah, je préfère arrêter quand je suis encore un peu dans le flow, un peu excité par ce que je suis en train de faire, et je le laisse reposer. Juste par rapport à ce que tu disais par rapport à ta liste des courses, en fait, hein, Ouais. c'est un peu ce qu'on a fait hier, hein. C'est-à-dire que hier, on a fait un atelier où l'idée, c'était d'avoir le plus de matière possible pour pouvoir être au clair vis-à-vis de son projet et de voir les manques aussi. Exactement. Bah, de toute façon, enfin, je pensais pas parler de ça maintenant, mais en gros, à chaque fois, ça se passe un peu en deux temps. Enfin, c'est-à-dire que à chaque fois, on a une première étape dite de divergence où on va rassembler le maximum de matière. Et c'est super compliqué dans nos métiers à faire parce qu'il faut faire l'économie de l'intelligence. C'est-à-dire que, mine de rien, quand on fait ce genre de choses, ce genre d'exercice, il ne faut pas avoir peur de dire des bêtises. Et ça, c'est pas si simple que ça. C'est un peu contre-intuitif. Parce qu'en réalité, votre force de travail, ici même, c'est quand même votre cerveau, c'est-à-dire que c'est votre capacité à justement avoir des connaissances, à générer des idées, à créer des choses, à organiser. Et du coup, vous êtes payé pour être intelligente et pour être intelligent. Et c'est pas évident parce que c'est une étape dans le processus créatif où il faut être un peu idiot et pas avoir peur de dire des bêtises. Donc ça, c'est fondamental. Et ensuite, la deuxième étape, donc première étape divergence, la deuxième étape, à chaque fois, c'est de la convergence. C'est-à-dire qu'on rassemble de la matière première au maximum et ensuite on la trie en fait. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bah tiens, ça c'est plutôt du côté des agents. Tiens, ça c'est plutôt du côté des directions. Tiens, ça c'est plutôt tel sujet, c'est sur l'innovation, on va peut-être le mettre de côté. Ça c'est plutôt sur la publication scientifique. On pourrait ranger tout ce qui concerne la publication scientifique à cet endroit-là. Et là, on va pouvoir de nouveau faire appel à notre néocortex et on va pouvoir de nouveau faire appel à notre intelligence. Mais ça, cette étape-là, elle est super difficile et c'est aussi pour ça que il faut pas hésiter à faire des jeux de mots, il faut pas hésiter il y a des personnalités qui peuvent être assez difficiles à suivre dans des réunions comme ça, parce qu'en général, s'ils associent assez vite, ils vont partir très vite dans tous les sens.
Bref, tu m'as fait dévier, Walter. Mais ce que je veux dire par là, Excuse-moi. c'est que non, non, mais c'est donc en gros, vous balancez de la matière au maximum, vous faites des listes, vous n'avez pas peur d'écrire en mauvais français, vous n'avez pas peur de pas avoir des informations qui sont vérifiées tout de suite, et vous en mettez un maximum pour avoir le maximum de matière tout de suite. Une fois que j'ai laissé reposer cette petite liste, j'y retourne. Et là, ce que je fais, c'est que je m'amuse à l'écrire de la façon la plus froide possible. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je l'écris comme si j'écrivais une notice Wikipédia ou comme si j'étais justement une intelligence artificielle détachée de tout affect. C'est-à-dire qu'en gros, je reprends ma matière, justement, je la trie, je la remets dans le bon sens et j'essaye de structurer mon texte en écrivant le plus froidement possible. Juste et le plus simplement possible, ce qui est toujours un effort. Euh, Donc, l'idéal étant d'arriver à des phrases sujet-verbe complément, en évitant les adverbes et en évitant tous les adjectifs possibles. Mais en tous les cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et ensuite vient la troisième étape où on itère. Hein, je ne sais pas si c'est très français, itérer. Mais en tous les cas, où on va améliorer sans cesse ce qu'on a commencé à produire. Et ce truc-là, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc, entre chaque étape, évidemment, je laisse reposer. Hein, ça, vous avez compris. Mais c'est ce que je fais à chaque fois. C'est ce que je fais quand j'écris un livre. C'est ce que je fais quand je travaille sur une nouvelle formation ou quand je dois écrire un article sur LinkedIn ou sur toute autre plateforme. Et ça marche à peu près avec tout, en fait. C'est-à-dire, ça marche avec de la rédaction, mais ça marche évidemment avec toute autre production, quelle qu'elle soit. Donc, alors moi, j'enseigne une matière qui est absolument formidable, c'est-à-dire que vous pouvez faire exactement ce que je dis, ça va fonctionner, mais vous pouvez faire exactement l'inverse de ce que je dis, ça va fonctionner aussi. Donc, c'est assez confortable pour moi. Je vais vous donner trois, quatre conseils juste dans cette posture et cet état d'esprit qu'il faut essayer de cultiver par rapport à ces domaines-là. C'est des choses que j'ai déjà pu dire par ailleurs, donc je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà vu, que ce soit pendant mes interventions ou ailleurs. Euh, la première règle absolue, c'est que euh, même si dans notre pays, on a une culture de la contradiction et sans doute un peu de la contestation, et que à partir du moment où on va vous proposer de faire quelque chose de nouveau qui va sortir de ce que vous aviez prévu de faire, votre premier réflexe, ça va être de dire oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais on a autre chose à faire, oui, mais il y a d'autres priorités en ce moment, oui, mais j'ai pas l'équipe pour. Enfin, en tous les cas, il y aura sans doute une forme de résistance. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est remplacer ce oui, mais par un oui et, en fait. C'est pas un oui de développement personnel, hein, comme on pourrait voir sur des sites internet. C'est un oui de théâtre d'improvisation, en fait. Si je monte sur scène avec Fanny et que je dis que je suis médecin urgentiste sur la planète Mars, et qu'on est en train de faire une pièce de théâtre d'improvisation, et qu'elle me répond, bah non, c'est impossible, personne n'est allé sur la planète Mars, bah, la pièce est terminée, en fait. On peut descendre tous les deux et retourner dans le public. En revanche, si Fanny, tout d'un coup, prend son courage à deux mains et elle me dit, mais c'est marrant ça, du coup, tu soignes qui, les extraterrestres ou les astronautes? Bah là, on va commencer à créer quelque chose de différent. Ce que je veux dire avec ce oui et, c'est que c'est un oui qui vous permet de comprendre qu'il n'y a pas de création sans contrainte. Le principe même de la créativité, le principe même du processus créatif, c'est de s'adapter à la contrainte. Le principe même de tout ça, c'est que la contrainte, c'est ce qui va donner la singularité de votre projet. Et plutôt que d'essayer de travailler quand il n'y aura plus de contraintes, le mieux, c'est de travailler cette contrainte et de partir d'elle pour construire, en fait, notre proposition. Et ça, c'est des éléments que je mets dans mes listes, en fait. Parce que, en général, plus il y a de la contrainte, mieux c'est. C'est-à-dire que quand Soulage décide du jour au lendemain, quasiment du jour au lendemain, de tout peindre en noir et de se concentrer sur le noir, il réussit à réduire son champ d'intervention au maximum par rapport à l'océan devant lequel il est, en fait. Alors évidemment, il s'est ouvert à un autre océan, hein, parce qu'il a réussi à trouver des teintes de noir qui étaient absolument incroyables. Mais en soi, ce premier choix-là, ce choix de cette contrainte-là, lui facilite grandement la tâche. Et pour nous, c'est pareil. Vous avez que 2 jours pour pondre votre présentation, tant mieux. Vous avez 3 semaines pour le faire, tant mieux aussi. Du coup, comment on travaille en fonction de cette contrainte? Vous devez le faire devant des gens qui sont absolument fermés à ce genre de proposition?
tant mieux. Comment on fait pour s'adapter à ce genre de contraintes? Et tout ça va vous guider et va vous permettre de réduire le champ de ce que vous avez à dire et c'est très confortable. Alors c'est très confortable. Moi, ça fait presque 30 ans que je fais ce métier-là, que je travaille dans la création et dans la créativité. C'est encore quelque chose avec lequel je lutte au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, même si je fais le malin là, à vous dire, ouais, il faut accepter la contrainte, en soi, si demain je suis briefé pour une journée de formation auprès des chercheurs de chez INRAE sur un sujet extrêmement pointu, avec des personnalités extrêmement exigeantes sur telle ou telle chose, et il va falloir que je fasse attention à ce que je dis parce qu'ils sont pas prêts à entendre tout ce que je pourrais dire, bah, je sais que ça peut être génial d'avoir ça. Mais en soi, mon premier réflexe, ça va être de me dire, merde, ça va être mon premier réflexe, c'est d'en avoir peur, en fait. Donc ça, c'est inhérent en fait au processus et ce que j'ai réussi à faire à force avec de la bouteille, c'est à réduire ce temps. C'est-à-dire qu'avant, ça pouvait me miner pendant 10 jours, maintenant, ça va me miner pendant une après-midi au maximum. Donc le oui et les fondamentales, je donne toujours l'exemple de Jacques Lucéran. Jacques Lucéran, c'était un philosophe et un écrivain qui a perdu la vue à l'âge de 8 ans dans une salle de classe, qui a vécu dans son enfance une période de dépression hyper profonde du fait de ce nouveau handicap, mais qui a eu une espèce de révélation aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il s'est dit, mais pourquoi j'essaie de voir le monde comme je le voyais avant, alors qu'il faut que je le vois comme je le vois aujourd'hui, de l'intérieur vers l'intérieur. Si bien que Jacques Lucéran, on l'appelait le voyant, et il était capable en montagne avec ses potes de se balader et de savoir exactement sur quel versant de la montagne il était. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jacques Lucéran était lycéen, il s'est retrouvé à la tête d'un des plus grands réseaux de résistance parisiens, et Jacques était chargé du recrutement, en fait. C'est-à-dire qu'on le mettait tout seul dans une pièce avec une nana ou un gars qui voulait intégrer le réseau, et en fonction du son de la voix, en fonction de la sudation, de la déglutition, il était capable de dire si cette personne était fiable ou pas. Donc contrainte maximum, adaptation maximum. L'autre conseil que je peux vous donner, l'autre précepte que je peux vous donner, je l'ai pas inventé puisque c'est Vinciane Després, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une philosophe contemporaine, philosophe et sociologue, qui a écrit un livre assez formidable qui s'appelle Habiter en oiseau. En fait, elle s'est inspirée des techniques des ornithologues pour voir comment ça pouvait enrichir sa pratique de la philosophie. Et ce qu'elle explique dans la préface de son livre, c'est que ce qu'elle a appris en premier lieu de la part des ornithologues, c'est qu'ils accordaient leur attention aux oiseaux. Et ce que j'aime beaucoup avec la polysémie de cette phrase, c'est qu'il y a, dans accorder, il y a offrir, évidemment. Donc, j'offre mon attention. Et puis, il y a accorder, se mettre au diapason de l'attention de l'autre. Et ça, je trouve ça assez formidable. Ça me fait penser toujours à cette phrase de Lévi-Strauss qui disait que l'anthropologie, c'était s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. En fait, une des clés de la création et de la créativité, dans mon domaine, hein, c'est-à-dire le domaine du design, je suis pas dans une expression artistique pure, c'est cette capacité, en fait, à prêter, à accorder son attention à son public et à s'ouvrir à ses bonnes raisons, qui ne sont jamais les nôtres. Et je trouve que c'est assez formidable parce que ça aussi, c'est un point de départ assez puissant, en fait, quand on est un peu bloqué. Ensuite, et on va le voir après quand on va parler très rapidement de communication narrative, euh, c'est très important aussi de savoir dans quelles conditions on travaille le mieux. C'est-à-dire que c'est très important d'être en mesure de s'observer et de savoir que on aime bien travailler tôt le matin, ou on aime bien travailler tard le soir, on aime bien travailler quand on est tout seul dans son bureau, au contraire quand il y a du monde dans la pièce, on aime bien travailler quand c'est à la dernière minute, ou au contraire on aime bien prendre notre temps et commencer à digérer un projet 6 semaines avant de le rendre. Donc ça, c'est très important de savoir comment on fonctionne personnellement, et c'est très important aussi d'être en mesure de casser ça. C'est-à-dire que quand on est bloqué, justement, c'est que bien souvent on fait les choses à peu près de la même manière à chaque fois. Donc, si vous adorez bosser toute seule, amusez-vous à aller travailler dans un café, amusez-vous à aller travailler dans une salle où il y a d'autres personnes qui sont en train de discuter et voyez ce que ça peut faire. Si vous adorez prendre votre temps pour travailler, essayez de travailler à la dernière minute pour voir ce que ça fait aussi. Pas à la dernière minute, hein, sans vous mettre en danger non plus. Mais en tous les cas, essayez de tester ces trucs-là quand vous sentez que vous êtes un peu bloqué. Ça va vous aider oui, en effet, à déprocrastiner, on va dire ça comme ça, et à casser des habitudes que vous avez pu prendre. Leila Slimani a eu le prix Goncourt il y a quelques années pour Chanson douce. C'est une autrice que j'aime bien. Et ce qu'elle dit et que je trouve assez remarquable, c'est qu'on a tendance à croire qu'un rituel pour une créative, pour un créatif, c'est se lever tôt, boire du thé vert, faire du yoga, des trucs comme ça.
Et elle, ce qu'elle explique, c'est que les moments où elle écrit le mieux, c'est les jours de gueule de bois, en fait. C'est quand elle a fait la fête la veille avec ses copines ou ses copains, et que le lendemain, elle doit écrire, parce que c'est le moment où son cerveau lui offre le moins de résistance. C'est génial d'avoir un truc un peu contre-intuitif comme ça, qui sort un peu de ce qu'on pourrait imaginer et l'image qu'on pourrait avoir du créatif ou de la grande créative qui sommeille en nous. Voilà mon premier volet hein, sur la créativité et la création. Euh, on va voir comment ça peut se mettre en résonance avec mon deuxième volet qui va plus s'intéresser en fait à ce qu'on appelle la communication narrative et à la communication en général. Donc, ce que je vais vous demander de faire là pendant ce temps aussi, c'est de commencer à faire fonctionner votre système de connectivité, en fait, votre système à connecter, euh, et essayer de voir que ce que je suis en train de vous dire à propos des histoires, c'est ce qu'on pourrait dire à propos de la communication, c'est ce qu'on pourrait dire à propos de la création, et qu'en réalité, tout ça se chevauche allègrement et qu'en fait, on parle tout le temps de la même chose. Avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi c'est très important d'être en mesure de faire appel à une histoire pour pouvoir communiquer avec les autres. Donc, il y a plus de 300 000 ans de ça, Sapiens cohabite avec d'autres espèces humaines sur la planète Terre. Il y a Sapiens, mais au même moment, il y a Néandertal, il y a l'homme des collines. On cohabite tous les uns avec les autres. Ça s'est pas fait d'une façon très segmentée comme on voudrait nous le faire croire. À part que Sapiens a réussi à survivre, euh, contrairement aux autres espèces humaines. Donc, il y a plein de raisons pour ça. Les scientifiques sont pas tous d'accord et c'est très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. C'est toujours un faisceau de causes et de conséquences. En premier lieu, c'est d'ordre sans doute physiologique, c'était qu'on était capable de marcher plus loin, plus longtemps que les autres. En second lieu, il y a eu aussi le fait que le loup soit laissé apprivoiser par Sapiens. Ça a permis quand même de chasser des animaux plus gros, même si ça s'est fait un tout petit peu plus tard. Mais bon, c'est quelque chose qui a contribué à notre survie. Et en troisième lieu, il y a aussi indéniablement notre capacité à utiliser le langage différemment. Et en fait, notre capacité à utiliser le langage pour décrire ce qu'on ne pouvait pas toucher directement a contribué au fait que nous avons été capables de créer des cultures, des mythes, des religions, et d'être capables de rassembler beaucoup plus de monde autour de quelque chose d'assez magique qui s'appelle le sens et la signification, en fait. Et du coup, cela fait que on a été très rapidement dans la nécessité d'organiser les choses d'une façon narrative, comme dirait Paul Ricoeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été en mesure d'organiser les choses d'une façon narrative, le temps est devenu un temps plus ou moins humain, en fait. Donc ça, c'est une des premières clés de comprendre que de toute façon, de fait, on passe notre temps à se raconter des histoires et on passe notre temps à entendre des histoires. Il y a aussi le fait que nous sommes toutes et tous des constructions narratives, hein. C'est-à-dire, on n'est pas femme, on le devient, on n'est pas homme, on le devient également, hein. En réalité, euh, on passe notre temps, le nom qu'on nous a donné, le prénom qu'on nous a donné, la rue où on est né, le pays où on est né, la région, sont des étiquettes narratives en soi. Et on passe notre temps à naviguer au sein de ces étiquettes, s'interroger sur la nature des histoires. C'est un peu comme si un poisson s'interrogeait sur la nature de l'eau. On respire des histoires, on est fait d'histoires et on est entouré d'histoires perpétuellement. Donc après, la force de la communication narrative, c'est que c'est cette capacité à utiliser une histoire pour transmettre un message. Du coup, quand on parle de storytelling à la radio ou dans les journaux, mais quand on parle de cette technique-là en particulier, on parle du fait de transmettre un message sous la forme d'un récit. Plutôt que de vous expliquer ce que va faire mon nouveau service, ce que va faire ma nouvelle innovation, ce que va faire mon nouveau projet, je vous raconte une histoire qui va vous en faire la démonstration, en fait. Et j'organise les choses de telle manière à ce que cela fasse sens parce que ce sera sous la forme d'un récit. Donc ça, c'est le premier pilier de la communication narrative. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui tourne autour de la culture. Je vais aller très vite là-dessus parce que c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, mais quand on parle de la culture dans une organisation telle qu'INRAE, on parle à la fois de dates clés, évidemment, donc la date de la création, la date de la fusion avec d'autres instituts, on parle du lancement ou de la découverte de telle ou telle chose, et puis on va parler aussi de personnalité, de tel ou tel chercheur ou de tel ou tel dirigeant qui a créé telle ou telle chose, et enfin, la culture dans une organisation, c'est tout ce que les gens font quand personne ne les regarde, en fait. La culture dans une organisation, c'est vos savoir-faire. C'est la façon dont vous travaillez. Et ça fait partie de votre culture et c'est des choses que l'on peut raconter aussi, évidemment.
Donc vous allez me dire, ouais, c'est super, raconter une histoire, mais qu'est-ce que je vais raconter comme histoire, quoi? En soi, c'est bien sympa de faire ça, mais je vais quand même pas vous parler de Tintin en Amérique pour vous vendre mon projet, ou je vais pas. En effet, c'est-à-dire que oui, on peut parler de Tintin en Amérique. Je sais pas pourquoi je dis Tintin en Amérique, hein, je suis désolé, mais on peut utiliser des personnages de la fiction et des choses comme ça pour raconter une histoire, mais le sujet, s'il en est un à propos du storytelling et de la communication narrative, c'est que plutôt que d'inventer des histoires, il faut savoir les reconnaître, les histoires. Et il faut être en mesure de se dire, ça, c'est une bonne histoire et c'est quelque chose qui va me servir pour présenter mon sujet ou pour présenter mon projet ou pour présenter ma nouvelle innovation ou ma formation ou tout ce que vous voulez. Donc, pour trouver des histoires à raconter, alors c'est infini, hein, le champ est sans limite. Mais moi, je pense que dans nos domaines, dans un domaine très professionnel, il y a euh, trois grandes choses, il y a trois grands champs dans lesquels vous pouvez investir et qui sont absolument remarquables et qui sont des sources d'histoire quasiment infinies. Le premier champ, c'est vous, qui vous êtes, quelles sont vos convictions, quelle est votre expérience, ce que vous avez vécu avant, les projets sur lesquels vous avez travaillé, ce qui vous est arrivé dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre vie de jeune adulte, dans votre vie d'adulte. Tout ça sont des histoires que vous pouvez essayer d'utiliser pour pouvoir convaincre, pour pouvoir raconter quelque chose, pour pouvoir présenter et expliquer quelque chose. Le deuxième domaine, évidemment, c'est ce que vous faites et la façon dont vous le faites. J'imagine qu'au sein d'INRAE, il y a une façon d'aborder la formation, il y a une façon de travailler sur les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler, et même à l'intérieur de votre service, régionalement parlant, il y a une façon de faire qui est un peu différente. Il y a une façon d'être connecté au terrain qui est un peu différente. Il y a une autre façon de dialoguer. Et ça, ce sont des choses que vous pouvez aussi raconter énormément. Et enfin, en dernier lieu, et ça, c'est quand même presque le fondamental, c'est que le but du jeu, c'est pas tant de raconter votre histoire, c'est de raconter l'histoire des gens auxquels vous vous adressez. Donc, le troisième champ dans lequel vous pouvez essayer d'investiguer, c'est ce que votre public vous dit, ce que votre public vous a raconté. Et plutôt que d'essayer d'inventer une histoire, de leur voler leurs histoires. Donc, c'est trois champs qui sont hyper riches et hyper féconds. Là encore, il n'y a pas de recette. Et en réalité, l'inspiration, elle vient en fonction du projet sur lequel vous êtes en train de travailler et en fonction des discussions que vous pouvez avoir ensemble et de ce qui va émerger, en fait. Le sujet, encore une fois, c'est pas d'inventer et de se dire qu'est-ce que je pourrais créer comme histoire pour qu'ils comprennent. C'est plutôt essayer de se dire, tiens, Christophe a raconté cette histoire-là, ça serait pas mal de la mettre en introduction de notre présentation parce que ça veut dire quelque chose et parce que ça va permettre d'annoncer la suite. Donc, pour reconnaître une histoire, il faut savoir ce qu'il y a dans une histoire. Et c'est là où alors, encore une fois, ce que je vous dis, je le prends vraiment par le petit bout de la lorgnette, hein. C'est-à-dire qu'en réalité, si j'ai peut-être d'ailleurs dans l'assistance une romancière ou un romancier ou un scénariste de série ou de cinéma ou j'en sais rien, quelqu'un qui fait ça le dimanche parce qu'il adore écrire. Écouter ça, il me balancerait des cailloux en réalité. Parce qu'en soi, quand on est dans une activité de création d'histoire, bah, c'est pas aussi caricatural que ça. Mais pour nous, qui avons besoin d'une science appliquée de la narration, bah, on est obligé de le prendre un tout petit peu par le petit bout de la lorgnette. Donc, en premier lieu, ce qui va constituer une histoire, et c'est souvent assez contre-intuitif à comprendre, c'est que quand vous racontez une histoire, vous racontez toujours l'histoire d'un homme, d'une femme, d'une voiture qui parle, de tout ce que vous voulez, qui a envie de faire quelque chose et qu'on empêche de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'en réalité, au cœur d'une histoire, il y a ce qu'on pourrait appeler un conflit. Un conflit qui n'est rien d'autre qu'une tension narrative. Et cette tension narrative, c'est pas Vladimir Poutine ou Netanyahou ou je sais pas quel autre Olibrius, pas ça. La tension narrative, elle est très simple. C'est une tension entre la situation actuelle et la situation souhaitée. En réalité, quand vous racontez une histoire, vous racontez toujours une histoire de transformation.
C'est pour ça que l'histoire a un pouvoir pour convaincre votre audience qui est absolument remarquable, parce que vous mettez en scène une transformation dont vous allez faire la démonstration après, grâce à la solution que vous allez proposer, d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, le conflit qu'il faut aller chercher, c'est ce conflit entre qu'est-ce qu'ils veulent obtenir, comment ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent fuir, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent être, qu'est-ce qu'ils veulent acquérir comme compétences, et voir quels sont les obstacles qu'ils ont face à eux par rapport à ça. Et comment ce que vous allez proposer peut adresser cette tension-là. D'accord? Donc en gros, vous devez être un peu comme des sales gosses dans la cour de récré, hein. Ce que vous devez aller chercher, c'est la bagarre. Ce que vous devez aller chercher, c'est les choses qui vont pas forcément bien. Et dans mon petit listing de ma shopping list, là, bah, c'est le genre de choses que je mets. Les conflits, en fait. Deuxième élément qui va constituer une histoire, et c'est pas complètement déconnant, sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaudrait bien un fromage sans doute. Les fables de La Fontaine, c'est du storytelling sur pattes, hein. Je vous l'ai dit au début, la communication narrative, c'est transmettre un message sous la forme d'un récit. C'est-à-dire qu'en gros, il faut être en mesure de poser à un moment ou à un autre ce que vous voulez que votre public retienne et d'être capable de le formuler de la façon la plus claire et intelligible possible. Ensuite, tout ce que vous allez produire en termes de contenu, que ce soit une présentation sur PowerPoint ou que ce soit un texte sur un mail ou peu importe, sera une démonstration ou sera au service de ce message que vous voulez transmettre, ce qu'on appelle en journaliste le message essentiel. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est, comme je vous le disais il y a quelques secondes, une histoire est toujours une histoire de transformation et du coup, il faut se poser la question des valeurs, en fait, de ce qu'on est en train de proposer. En gros, ce que vous proposez a toujours à peu près trois valeurs. C'est très, alors Barthes, Roland Barthes serait là, il tuerait, hein, c'est-à-dire que c'est forcément, à partir du moment où j'engage un classement, une classification comme ça, il aurait dit que je faisais l'économie de l'intelligence. Mais mon but encore, c'est de vous débloquer. C'est-à-dire que mon but encore, c'est que vous compreniez que ça fait partie des clés qu'on peut actionner quand on ne sait pas par quel bout prendre le machin. Et que, évidemment, les dimensions sont bien plus profondes que ça et que ça peut être bien plus compliqué que ça. En tous les cas, c'est intéressant de s'intéresser aux trois valeurs. Et c'est intéressant de s'intéresser aux trois valeurs. Première valeur, la valeur de base, hein, le bas de la pyramide de Maslow, c'est à quoi ça sert ce qu'on propose. Quelle est la proposition de valeur d'usage? Ok, en quoi c'est utile à mon public, à mes commanditaires, à mes parties prenantes, à qui vous voulez. En gros, il faut se poser la question de l'utilité basique. Ok. Ensuite, il faut se poser la question de la proposition de valeur différenciante. En quoi ce que je propose est différent de ce qui a déjà été proposé dans un domaine équivalent. Et en dernier lieu, il faut se poser la question du quelle est la valeur transformatrice, donc en quoi ça va transformer le public auquel je m'adresse. Et ça, c'est des clés de compréhension, c'est des clés qui vont vous aider à comprendre un peu ce que vous pouvez raconter. Je vais vite, hein, forcément, en plus, j'ai un peu débordé, hein, du coup. Mais c'est à cause de toi, Walter, hein, Manu. Oh non, non, j'ai absolument rien dit, moi. À partir du moment où vous avez des conflits, donc des tensions, on peut imaginer que pour gagner en cohérence, vous allez être en mesure d'utiliser ce qu'on pourrait appeler des archétypes d'histoire. Ces archétypes d'histoire, c'est ce qu'on appelle des intrigues. Je rentre pas dans le détail là-dessus. En France, on a tendance à dire qu'une intrigue, c'est un mystère. Dans la culture anglo-saxonne, l'intrigue, c'est aussi, ça peut être le mystère, mais ça peut être aussi la forme de l'histoire en elle-même. Donc, c'est un peu les archétypes d'histoire auxquels vous avez accès quand vous voulez raconter quelque chose. Ces archétypes d'histoire, encore une fois, d'une façon très caricaturale et très grossière, j'en ai déterminé cinq qui sont très utiles en termes de communication. Vous les connaissez toutes et tous. Quand vous êtes en confrontation directe avec une adversité, vous pouvez utiliser l'intrigue de terrasser un dragon. Vous luttez contre telle ou telle chose, que ça soit dans l'environnement, que ça soit peu importe, vous pouvez utiliser ce genre d'intrigue.
Quand vous êtes dans la recherche d'innovation, quand vous êtes dans la recherche par exemple, vous voulez recruter de nouveaux talents au sein d'une RAE, ou vous voulez récupérer de nouvelles informations, vous pouvez utiliser l'intrigue de la quête. Quand vous voulez que les gens changent de regard sur votre métier, sur leur propre métier, sur leur façon de faire leur métier, vous pouvez être dans une intrigue de renaissance. Quand vous voulez ouvrir leur curiosité et que vous avez envie de partager avec eux d'autres pratiques, des choses qui sont faites différemment ailleurs ou dans d'autres services, vous pouvez utiliser l'intrigue de voyage. Et enfin, quand ils ont besoin donc il y a une notion de succès qui rentre là-dedans, évidemment, pas que financier, hein, mais acquérir de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouvelles relations, un nouveau réseau, enrichir son réseau, ça peut être un misère-richesse. Donc ça, c'est 5 grandes formes d'histoire dont on a toutes et tous des exemples, sans même que je vous en parle, en fait. Hein, je vais aller très très vite. David contre Goliath, c'est le dragon, ou Star Wars, c'est le dragon dans la culture populaire. Pour la quête, vous pouvez aller chercher le soldat Ryan, vous pouvez aller chercher le Seigneur des Anneaux aussi. Je prends des grands exemples de films classiques. Renaissance, ça va être l'éducation sentimentale, c'est une forme de renaissance, même si c'est une renaissance un peu ratée. Mais Harry Potter, c'est de la renaissance, parce que c'est un roman éducationnel pur et dur. Littérature de voyage, vous allez avoir Gulliver, vous allez avoir Robinson Crusoe, vous allez avoir Manche-Prième, vous allez avoir tous ces récits-là. Et puis Misère Richesse, c'est tous les grands récits, je sais pas, de Dickens par exemple. Oliver Twist, c'est un Misère Richesse de base. Ok, pour faire très très rapide. Moi, ce que je vous donne un petit outil juste pour que vous vous disiez, tiens, quel genre d'histoire je pourrais raconter et quel conflit on va mettre en scène, c'est vous poser la question de quel est l'adversaire enfin, quelle est l'adversité des gens auxquels je m'adresse, quel serait leur pire ennemi, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'ils ont un pire ennemi? S'ils en ont pas, bah, ils en ont pas, tant mieux, quand bien leur face. Mais s'ils en ont un, est-ce qu'on s'amuse pas à raconter comment notre solution va les aider à l'affronter? Est-ce qu'il leur manque quelque chose, manifestement, que ça soit une façon de faire, que ça soit du savoir, que ça soit une personnalité, j'en sais rien. Là, vous pouvez être dans l'histoire de quête. Est-ce qu'ils se font des fausses idées sur tel ou tel sujet, sur l'IA, sur la formation qui va leur faire perdre du temps ou des choses comme ça. Donc ça peut être une intrigue de renaissance. Est-ce qu'ils peuvent être inspirés par quelque chose d'autre? Est-ce qu'ils peuvent être inspirés par la cuisine? Est-ce qu'ils peuvent être inspirés par le cinéma? Donc, du coup, on va aller chercher dans d'autres domaines et on va raconter une histoire de voyage. Ou carrément aller au CNRS et expliquer comment eux travaillent. Alors, c'est peut-être un peu touchy ce que je vous dis, mais voilà, aller chercher dans une autre organisation comment ils peuvent faire et s'en inspirer. Et puis enfin, est-ce qu'ils ont un objectif et on peut les aider à l'atteindre. Ensuite, évidemment, on n'a pas d'histoire sans personnage. Donc un personnage, c'est très simple. Un personnage, c'est pas forcément un être vivant. Un personnage, ça peut être un objet, évidemment, ça peut être un service, ça peut être tout ce que vous voulez. Euh, un personnage, dans une histoire, quelle qu'elle soit, il se caractérise par quelque chose de très simple. Il se caractérise par son désir, par son intention. Et en réalité, à partir du moment où vous avez une intention, vous avez un personnage. Ce que Pixar fait perpétuellement en animant des jouets dans la chambre d'un petit garçon ou en prenant une fourchette et en lui mettant des yeux et en lui attribuant une intention ou un désir, ça permet de créer une histoire en fait. Parce qu'à partir du moment où vous avez un désir, vous avez des obstacles. Si vous avez un désir sans obstacle, vous n'avez pas d'histoire. J'avais envie de manger des pâtes à la carbonara, j'ai cuisiné des pâtes à la carbonara et tout s'est bien passé. Il n'y a pas d'histoire. En revanche, si par rapport à cette intention-là, je commence à mettre des obstacles et je dis que mes chats ont chopé un bébé merle et qu'il a fallu que je cours après le bébé merle dans tout mon salon pour pouvoir l'attraper avant de cuisiner, là, je commence à raconter quelque chose. Donc, en gros, ce qui va caractériser le storytelling de ce que vous allez, enfin, la communication narrative ou le storytelling de ce que vous allez raconter, c'est comment vous mettez en scène l'intention, que ce soit la vôtre ou celle de votre public, et comment vous montrez que vous avez levé ou que vous avez des obstacles à lever et comment vous les avez levés. J'ai mis l'exemple de ce personnage-là qui est tiré d'une série de HBO qui s'appelle Game of Thrones. Parce qu'en fait, dans cette série-là, ce type-là, qui est le moins équipé pour survivre dans cet univers-là, de cette série-là, il passe son temps à demander aux autres personnages qu'est-ce qu'ils veulent au fond. Et en fait, pour lui, c'est sa boussole et c'est un moyen de savoir, en fait, où est-ce qu'il peut se situer et comment il peut survivre et avec comment il peut s'allier avec tel ou tel. Et en réalité, très peu de personnages lui répondent directement hein, sur ce qu'ils veulent au fond.
et ceux qui lui répondent meurent dans les épisodes suivants. C'est assez, euh, c'est assez prépondérant. Ensuite, bien se rendre compte qu'un personnage ne fonctionne jamais tout seul. On a toujours un protagoniste, donc celui qui part pour quelque chose. Et puis face à lui, on peut avoir un antagoniste, évidemment. Donc cet antagoniste, ça peut être un personnage extérieur, ça peut être un élément extérieur, ça peut être un concept extérieur, ça peut être un l'intérieur de lui-même, ça peut être tout ce que vous voulez. Et puis éventuellement, ce protagoniste-là, il peut avoir un allié, un partenaire, quelqu'un qui va l'aider dans sa quête, dans sa lutte, dans tout ce que vous voulez. Il peut avoir des mentors, des gens qui vont lui enseigner des choses. Ça peut être des anciens qui enseignent aux jeunes, ça peut être des jeunes qui enseignent aux anciens, on s'en fiche. Il peut y avoir des faux adversaires. On pensait que telle chose allait nous empêcher de faire tel truc. En réalité, ça nous a permis de créer telle chose. Et puis évidemment, on est de culture judéo-chrétienne, les amis, donc il faut forcément qu'on ait un traître à un moment ou un autre. C'est juste pour que vous vous rendiez compte que le personnage en lui-même, tout seul, il n'a pas de grand intérêt, que quand vous êtes en train de présenter, ça vaut le coup de se dire, tiens, est-ce qu'on a des alliés? Est-ce qu'on a des adversaires? Est-ce qu'on a des faux adversaires? Est-ce qu'il faut qu'on fasse attention à ce genre de choses? Je vous demande pas évidemment d'aller chercher des personnages dans votre univers pour caler ou calquer complètement sur ce que je suis en train de vous dire. C'est juste que vous raisonniez en vous disant, voilà comment on peut enrichir la proposition qu'on est en train de faire. Voilà les éléments qu'on pourrait ajouter. Sans forcément leur donner une forme narrative, vous poser ces questions-là, ça aide à enrichir votre proposition et la façon dont vous la présentez. Et je termine avec la structure, qui est la partie la plus accessible en fait de la communication narrative et du storytelling. Parce que, encore une fois, il suffit d'organiser les choses d'une façon narrative pour que cela ressemble à une histoire. Donc la structure de base absolue d'une histoire se fait en trois actes. Très simple. Exposition, complication, résolution. En gros, si vous voulez pitcher votre projet, si vous voulez présenter votre projet, vous ne savez pas par quel bout le prendre, vous posez ces trois grandes boîtes et vous vous dites, OK, comment je plante le décor? Comment j'explique à quelles difficultés on est confronté ou ils sont confrontés? Et comment on peut solutionner ce genre de difficultés? Qu'est-ce qu'on peut apporter pour les aider? Donc ça, c'est la base de la base de la base. Alors, comme tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui méritent d'être enrichies, c'est des choses qui méritent d'être réinventées, mais pour vous, quand vous êtes bloqué, ça aide énormément. Ensuite, et ça, là encore, c'est un outil de théâtre d'improvisation, sur ces trois actes viennent sept étapes qu'on connaît toutes et tous, par cœur. Il était une fois, chaque jour, mais un jour. En gros, dans l'acte 1, vous plantez un décor, vous expliquez que tout va bien, que ça se passe de cette manière-là, à part que il y a tel événement qui fait que, il y a telle décision qui est prise, alors voilà ce qui se passe. Il y a telle décision législative au niveau européen, il y a tel partenaire qui s'en va, il y a telle nouvelle réforme de la formation professionnelle, il y a telle ou telle chose qui entraîne un faisceau de conséquences. Et du coup, là, on est dans l'acte 2 à cause de ça, à cause de ça. Alors évidemment, quand on écrit guerre et paix, et à cause de ça, il y en a un paquet. Nous, quand on est dans une présentation et qu'on doit aller le plus rapidement possible, on n'est pas obligé pardon, d'en mettre 10 000. On peut simplifier les choses. Donc ça, c'est l'acte 2, l'acte des péripéties. Et enfin, on arrive à l'acte 3, et là où on apporte la solution. Jusqu'à ce que finalement, et depuis ce jour. Donc ça, c'est vraiment la base de la base de la base. Mais si ce soir, vous devez raconter une histoire à votre petite nièce ou à votre petit neveu, sans même que je vous l'ai montré auparavant, c'est cette structure-là que vous allez utiliser pour raconter quelque chose, sans même vous en rendre compte. Donc, je dis pas que votre présentation doit être faite sous la forme des 7 étapes. Ce que je dis simplement, c'est que poser les trois actes, ça peut vous aider à vous débloquer quand vous savez pas par quel bout le prendre. Vous partez de la situation de départ, vous la renversez et ensuite vous expliquez quelles conséquences ça a pu avoir et ce que vous êtes capable de proposer par rapport à ça. Ensuite, si vous devez raconter une histoire et vous devez expliquer que, il y a des années de ça, quand vous travailliez dans un autre service et que vous étiez confronté à telle difficulté, vous avez mis en place telle ou telle chose, vous pouvez utiliser les 7 étapes. Mais évidemment, je vous invite pas à faire un il était une fois quand j'ai travaillé dans tel service, machin. Mais en tous les cas, vous pouvez vous servir de cette structure-là. J'ai presque fini.
Moi, je rajouterai un quatrième élément Dis-moi. sur la dimension réflexive, c'est-à-dire quels enseignements je tire de l'exposition, de la complication et de la résolution. Mm. Et si on raisonne en, Mm. si on raisonne juste en termes de présentation comme ça, de Mm. projet ou des choses comme ça, oui, en effet, Mm. ça peut être intéressant de rajouter une étape comme ça. Ça peut le faire. Je vous donne deux autres structures, si vous voulez bien, et puis après, je prendrai vos questions et si vous en avez. Je vous donne deux autres structures que je trouve assez commodes et qui peuvent peut-être vous servir pour la présentation de vos projets. La première structure, c'est un grand classique de la présentation et de la présentation et même d'à peu près toute la communication. C'est ce qu'on appelle un AIDA. C'est vraiment quelque chose qui est, je n'aime pas utiliser cette expression-là, mais j'utilise quand même, tant pis, un couteau suisse en fait en termes de présentation de contenu parce que ça a fonctionné aussi bien sur un post sur les réseaux sociaux que pour une présentation au long cours. C'est vraiment quelque chose qui est très efficace et qui, là encore, vous permet de poser des bases saines sur ce que vous allez pitcher. Euh, En premier lieu, il faut attraper l'attention de votre public. Donc, comment on attrape l'attention de son public? Ça, c'est un vaste sujet. Je vais vous donner une petite structure juste avant qui peut vous aider à le faire. Mais clairement, c'est lui donner une information qu'il n'a pas l'habitude d'entendre ou aborder les choses d'une manière qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Donc ça passe par le visuel de votre présentation, ça passe par votre phrase d'introduction, ça passe par un chiffre clé, ça passe par une tendance, ça passe par une citation, par tout ce que vous voulez, mais quelque chose qui va lui faire tilter, en fait, qui va réveiller son cerveau reptilien et où il va se dire, tiens, ce qu'elle va me raconter, c'est quelque chose qui va être utile pour moi, ou c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude d'entendre et qui peut me servir. Ensuite, le I pour intérêt. L'intérêt, en fait, c'est réussir à lui démontrer que vous lui avez porté un intérêt. C'est-à-dire que là encore, vous parlez pas de vous, vous parlez encore d'eux, en fait. Et vous expliquez ce que vous avez compris de leur problématique. Libre à vous de le mettre en scène avec une histoire ou simplement avec des listes, une liste exhaustive ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, à cette étape-là, il faut absolument que vous soyez en mesure de lui montrer que vous avez compris de quoi il vous avait parlé ou de ce qu'il attendait de la solution que vous étiez en mesure d'apporter. Ensuite vient la partie désir. C'est la partie souvent la plus simple à mettre en scène parce que c'est là où vous mettez votre solution. C'est là où vous expliquez ce que vous allez faire, ce que vous allez vous proposer et comment ça va répondre en fait à sa problématique. Et enfin, en dernier lieu, vous évitez de terminer votre présentation par un voilà. Vous essayez au contraire de l'inviter en fait, soit à réagir, soit à vous poser des questions, soit à prendre rendez-vous pour une réunion quelques jours après. Enfin, peu importe. Et en tous les cas, la phrase d'introduction les invite à venir dîner avec vous. La phrase de conclusion doit les inviter à venir danser avec vous. En gros, ce que ça doit créer, c'est un passage à l'action après derrière. Donc, je vous donne une dernière structure et après, je vous laisse tranquille, euh, qui marche très, très bien en attention. C'est la structure Retour vers le futur, que je trouve assez forte. C'est quelque chose qui marche très, très bien, notamment quand on s'adresse à une direction, mais ça peut marcher à peu près avec tout le monde, en fait. Euh, Hop, excusez-moi. En premier lieu, vous commencez par leur évoquer le futur. C'est-à-dire que vous commencez votre présentation en les transmutant dans le futur désiré. Et vous le faites d'une façon la plus concrète possible. Vous n'êtes pas dans les grandes idées philosophiques comme un grand dirigeant serait en mesure de le faire, vous êtes plutôt dans le concret, en fait. Dans comment ça transforme leur façon de travailler, comment ils sont en relation avec les autres, comment ils sont en relation avec leur environnement, ce que ça change, en fait, exactement pour eux dans leur quotidien. Ensuite, une fois que vous avez parlé de leur futur, et c'est là où c'est contre-intuitif et où c'est assez fort, c'est que vous leur parlez du passé. Et vous leur expliquez que jusqu'à présent, quand ils travaillaient de telle ou telle manière, quand ils faisaient telle ou telle chose, voilà ce qui se passait. Voilà à quoi ils étaient confrontés, voilà pourquoi ça fonctionnait pas et tout un tas de choses comme ça. Et une fois évidemment que vous les avez envoyés dans le passé, eh ben vous pouvez repartir dans le présent et leur dire aujourd'hui avec ce que je vous présente, avec ce qu'on va vous présenter, on va réussir à faire ce qu'on vous a proposé dans la première slide.
Donc voilà, alors je vais très très vite, hein, je suis navré, hein, moi je passe mes journées à parler de ce genre de choses. Là, on l'a fait en 1 heure, j'ai un peu débordé, mais en 1 heure et quart. Euh, c'est juste pour que vous ayez un aperçu de comment ça peut fonctionner, en fait, des liens que vous êtes en mesure de faire. J'espère vous avoir donné un ou deux petits trucs qui peuvent vous servir et qui vont résonner avec les sujets sur lesquels vous êtes en train de travailler en ce moment. Euh, mais voilà, en tous les cas, moi je suis assez ouvert à vos questions et voilà. Merci Guillaume déjà pour cette présentation qui était très riche et qui est largement, à mon avis, même au-delà de, je dirais, de l'attendu hein, par rapport à la restitution, mais qui peut servir dans d'autres contextes. Hein, c'est ce qu'on avait indiqué au démarrage. Peut-être que vous avez des questions liées à la transposition par rapport à la soutenance du mois de juin. Enfin, là, j'oriente la question. Vous avez peut-être d'autres questions, Oui, mais carrément. Je vous laisse sans voix. Ouais, moi, je veux bien réagir. Bon, déjà, merci beaucoup. C'était à la fois très intéressant, effectivement, très rapide et autre. Très intéressant peut-être pour d'autres projets. Alors, j'étais pas à la vidéo d'hier, malheureusement. Mais moi, là, j'ai l'impression, enfin, ce que j'ai compris, c'est quand même qu'au cœur, le cœur du réacteur, c'est le désir, quoi. Et quand il n'est pas là, eh ben, c'est pas facile. On peut raconter toutes les histoires qu'on veut, on peut essayer de... Euh, mais voilà, l'impulsion pour s'y mettre, mais voilà, parce qu'en fait, ce processus-là, il n'a pas été suivi, enfin, en tout cas, moi je ne l'ai pas perçu pour être embarqué dans ce qu'on nous demande de faire. Voilà. Donc, comme Hmm. c'est un truc qui est prescrit, mais qui vient pas de soi, hein, les fameuses motivations intrinsèques, etc. Donc, ben voilà, voilà, je peux pas m'empêcher de le dire. Donc Alors, c'est pas pour casser l'ambiance ou pour renacler. Enfin, c'est vraiment pour poser cette question-là. Hein. Voilà, j'ai dit à ma hiérarchie que je jouerais le jeu. Je serais là, je le ferais, je sais pas comment, mais voilà, moi, il me manque un moteur, quoi. moi, je peux apporter des éléments. Je voulais Vas-y, Walter. réagir. Ouais. Moi, il me semble, par rapport à ce que tu as présenté, Guillaume, ça fait partie des éléments de tension, en fait. Et ces Mhm. tensions-là, elles se racontent dans une soutenance. C'est-à-dire que tu es complètement légitime en disant que dans ce parcours, bah, tu as eu des difficultés à t'impliquer et pour X raisons. Mais que par contre, on a fait des leviers aussi. C'est-à-dire que tu as essayé de dépasser à ta façon, à ta manière, et que tu peux raconter ben, les actions que tu as mis en place pour jouer les jeux. L'idée de Mhm. convaincre, c'est d'être le plus sincère possible, en fait. Je pense que quand on raconte une histoire qui ne te correspond pas, eh ben, forcément, on est à côté, quoi. Mhm. Merci, Walter, pour Bon, ben, on fait au mieux. cette réponse très honnête, peut-être que... Enfin, effectivement, c'est ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs sur les facettes, enfin, en travaillant sur les facettes. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Bah moi, j'en pense que je commencerai ma présentation avec ça. Hum, hum, Je commencerai en disant que j'avais pas envie d'être là et que j'avais pas envie de faire ce truc-là au départ, quoi. hum. Comme j'ai- Mais je l'ai fait quand même. Et voilà ce que j'ai mis en place. Et au final, j'en tire tel enseignement. Mhm. Ça fait une soutenance, ça. Ouais. Ok, Ça fait un bel AIDA en tous les cas. Je vais l'appeler les pieds dans le plat. Ça va en termes de... Mais C'est parfait. tu sais, en face de toi, tu vas avoir des interlocuteurs qui vont être preneurs, en fait, de ce genre de retour. Mhm. Alors, je dis pas ça à tous les autres, si vous faites tout ça en même temps, ça va être Mm. compliqué, parce que je pense qu'il y a d'autres dont vécu, Oui, bah, mais tu as des interlocuteurs en face qui sont en capacité d'entendre ça. Mhm. Ok, merci. De rien, J'ai bien fait de poser ma question. bien sûr. Il n'y a pas de mauvaise Toujours. question. Ouais.
Il n'y a que des mauvaises réponses. Les tiennes Bien peut-être. Oui, bien c'est ça. traiter les vôtres. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, moi, en fait, j'aurais bien voulu avoir un exemple de l'anatomie d'une histoire parce que moi, j'avoue que vous m'avez un peu perdu dans les intrigues, les personnages, le conflit, les thèmes. Donc, voilà, moi, concrètement, j'arrive pas à m'imaginer ce que je pourrais raconter comme histoire pour ça. Donc, je sais pas si c'est possible hein, d'avoir un petit exemple, une petite histoire pour illustrer ce propos. Mais J'ai- Peut-être que pour ouais. aider Guillaume, tu peux parler peut-être en 2 mots de ton projet, par exemple? À moins que tu ah, avais une moi, autre idée, oui. non, j'ai pas vraiment, mais j'aurais voulu une autre voilà, quelque chose. Non, oui, je parle à Guillaume, mais, Ah oui, pardon. mais Euh, oui, j'ai une histoire. Je peux vous raconter une histoire dans mon enfance, par exemple. Il y a des années de ça, avec mon père et mon frère. Mon frère s'appelle Mathieu. On est parti un samedi matin pour nous acheter à tous les deux notre première paire de lunettes. Et on arrive chez l'opticien et moi, je choisis ma monture en 10 minutes. Ça prend vraiment aucun temps, en fait, pour le faire. Et vient le tour de Mathieu et lui, il hésite, en fait. Et il trouve pas la monture qui lui convient. Il faut avouer que l'opticien, il est pas très, très bon. Il n'arrive pas bien à le conseiller. Et plus ça avance comme ça, et plus je vois mon père s'énerver. Et mon père s'énerve vraiment beaucoup, et c'est la première fois que je vois mon père s'énerver contre quelqu'un d'autre que contre quelqu'un de la famille, en fait. Et il dit, Mathieu, c'est un artiste. Il doit avoir une belle monture de lunettes. Et à partir de là, j'étais marqué au fer rouge. C'est-à-dire que Mathieu, c'est un artiste, et moi, je suis pas un artiste, en fait. Et comment on fait pour devenir un artiste? Et qu'est-ce que c'est un artiste? Ben, c'est ça, faire du storytelling. C'est-à-dire que je peux vous expliquer que j'ai été directeur artistique, que j'ai travaillé que j'ai écrit des bouquins sur le processus créatif, que j'ai rencontré des chefs. Et puis je peux vous dire, bah tiens, je vais vous raconter une histoire pour commencer. Et je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé dans mon enfance. Bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça permet, en fait, avec une petite pastille illustrative comme ça, de raconter quelque chose. Et à partir du moment où vous dites, je vais vous raconter une histoire, en fait, nous autres êtres humains, on n'écoute plus tout à fait de la même manière. Et la façon dont c'est agencé dans la structure, là, la façon dont les éléments se mettent en place, c'est quelque chose qui est à la fois très naturel pour nous et en même temps, on ne sait pas exactement où est-ce que ça va nous emmener. Et du coup, il y a cette espèce de fil qui est tendu et qui est cette écoute qui est complètement différente et qui fait que ça va rester dans l'esprit de votre public un peu différemment et qui va, de fait, relier ça avec quelque chose de plus intime pour lui, en fait. alors, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi en écoutant Guillaume. Moi, ce que je retiens, c'est que ça joue sur les émotions. Deux, c'est d'autant plus crédible parce que tu l'as vraiment vécu et on pense pas que tu l'as inventé. En fait, on se pose pas la question si tu l'as inventé ou pas. Et trois, ben ensuite, on accepte le fait de se faire embarquer à un moment donné. Effectivement, quand tu te dis on sait pas où on va dans cette histoire. Et puis après, ça permet d'installer ensuite le reste derrière. Donc là, c'est une amorce. On n'est pas obligé de faire aussi lyrique, aussi intime que ce que tu viens de faire, mais au moins raconter quelque chose qui puisse attirer l'attention, au moins. En gros, vous avez quatre grands niveaux que vous pouvez utiliser en termes de storytelling. Le premier niveau, qui est le plus accessible pour vous, vraiment, c'est de raconter une histoire que une personne qui est dans votre assistance ou voilà, une de vos parties prenantes vous a raconté au sujet de tel ou tel truc que vous êtes capable d'adresser après derrière. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est vraiment le plus simple à faire. Parce que pour vous, il s'agit juste de remobiliser des souvenirs de conversations que vous avez eues pendant des réunions ou des choses qu'on vous a racontées et vous pouvez l'utiliser. Premier truc. Le deuxième niveau, il est un peu plus compliqué, c'est quand vous faites appel à une histoire qui vous est arrivée dans votre passé professionnel à vous. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui vous est arrivé chez INRAE, mais ça peut être quelque chose qui vous est arrivé ailleurs, dans une autre organisation, un autre institut, à un autre moment. C'est pas, c'est, ça reste très simple à mobiliser, en fait, hein, mais c'est quand même un niveau un tout petit peu au-dessus. Le troisième niveau, c'est celui que je viens de faire. C'est, à mon sens, quasiment le plus difficile à faire parce que je vais chercher quelque chose d'extrêmement intime. À chaque fois que moi je raconte cette histoire, ça mobilise quelque chose chez moi qui est largement au-dessus de tout ce que je mobilise quand je suis en train de vous parler en général. Alors qu'en fait, cette histoire, mon père est mort il y a 2 ans, je lui ai jamais raconté, je passe ma vie à la raconter devant des gens, et à chaque fois que je la dis, j'y pense. Donc ça, c'est le troisième niveau, il est balèze.
Le quatrième niveau, qui reste accessible, c'est quand vous créez tout un univers pendant votre présentation. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez présenter un projet et vous vous dites, tiens, pour ce projet, on va partir sur l'idée qu'on invente le INRAE de demain et qu'on imagine la formation chez eux et la façon dont ça va se déployer. Enfin, voilà. Et là, on crée un univers du début à la fin. C'est-à-dire qu'on a un peu un truc un peu futuriste. On ne raconte pas forcément une histoire, mais on a créé un décor et on a créé une ambiance qui fait qu'on a le sentiment que notre présentation, elle est pas tout à fait comme les autres présentations. Elle a une petite couche en plus. Pour moi, Monique, le plus simple dans un premier temps, c'est que vous vous concentriez, sur les histoires qui vous sont arrivées, vous, d'un point de vue professionnel, et sans forcément les mettre dans une façon narrative, comme moi je l'ai fait ou comme je vous l'ai montré, mais simplement être capable de relater ce qui s'est passé et en quoi c'est judicieux de le dire dans ce contexte-là. Et puis, en deuxième lieu, mobiliser les histoires des publics auxquels vous avez affaire, qu'on vous a raconté sur des difficultés, sur des choses comme ça, et ça va se faire très naturellement, en fait. Ok, merci. Oui, parce que je constate que le niveau 4, il faut du coup être très créatif pour raconter Pas ces... forc- Alors, oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mobiliser un univers qui est tout à fait rationnel et qui est tout à fait euh, logique. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que vous êtes dans une région en particulier, ou vous êtes dans une ville en particulier, ou vous Oui, moi je travaillez. suis Antibes. Voilà. Donc, ça peut être simplement de travailler sur une atmosphère liée méridionale ou un truc comme ça. Alors, sans mettre des cigales et tout, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est simplement de teinter les choses à l'aune de l'endroit où vous êtes, en fait. Ça suffit, en fait, pour raconter quelque chose qui soit un tout petit peu différent. Vous n'êtes pas obligé d'aller partir chercher encore une fois un truc complètement futuriste ou un truc complètement romantique, ou j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est juste avoir ce souci de la cohérence du début à la fin de votre présentation où vous donnez l'impression que vous racontez quelque chose. Ok, merci, merci Guillaume. De rien, Manu. Merci, et merci Monique pour la question. Ça éclaire quand même. Merci, Christophe. D'autres questions, d'autres remarques? Profitez-en, on a encore 5 minutes. Christophe, je suis sûr que tu as une question. Moi, je suis pas dans la cible de la journée, quoi. Donc, mais comme j'accompagne mes collègues autant que faire se peut dans ce travail de préparation des soutenances, je suis, voilà, donc je suis très intéressé. Après, j'aurais plein de questions, mais ce qui me semble, ce que personnellement, moi, qui me parle beaucoup, c'est le rapport à la contrainte en créativité. Et c'est pas, voilà, le rapport et je me rends compte que, à titre personnel, je me sens d'autant plus créatif que j'adore avoir des contraintes imposées, mais si moi-même, comme dit Caroline, je suis dans l'envie, etc., hein, bien sûr, c'est deux choses différentes. Et puis ce qui me parle beaucoup, c'est la connexion improbable entre deux objets qui est au départ de tout, quoi. Voilà, mais donc Et j'ai envie de dire, même au-delà de, de ce qui nous occupe aujourd'hui, si on parle de créativité, mais j'ai envie de dire, même dans le dispositif là, du parcours GF, RF, lorsque vous avez en fait, vous êtes en situation d'apporter des réponses à des sujets que vous êtes choisis. Donc, forcément, c'est de faire avec les contraintes qui sont liées à l'organisation. Donc, et sur la forme, je dirais, de créativité et sur le fond de ce que vous avez à raconter, en fait, le fond de l'affaire, c'est comment vous avez réussi à dépasser les contraintes. Forcément, les réponses que vous allez apporter, elles sont partielles. Mais c'est ça qui est intéressant de dire. C'est comment vous avez joué avec. Enfin, moi, si je peux me permettre, hein, mais Christophe, moi, le premier truc que je mettrais sur ma liste, enfin, si, dans ce cas-là, c'est que j'ai pas envie de le faire. Ce serait ma première contrainte, en fait. Et je suis, et du coup, Et d'être euh, en résonance avec ce qu'on ressent. ouais, exactement. Enfin, Mm. c'est-à-dire que j'ai pas envie de le faire et trouver des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de le faire. Pourquoi j'ai pas envie de le faire? Parce que j'ai des choses plus importantes à faire dans mes tâches quotidiennes, parce que c'est encore un truc de plus et j'ai l'impression que ça sert pas à grand-chose.
Et du coup, en partant de ça, et de cette petite liste de courses que je suis en train de faire, du pourquoi j'ai pas envie de le faire, je peux essayer de contrecarrer ça et dire, bah tiens, bah comment justement, dans ce que j'ai à faire actuellement et qui est vachement plus important que ça, comment ça pourrait m'aider à faire ça en fait. Comment, alors c'est un peu angélique et ça fait très développement personnel ce que je suis en train de dire, mais moi je raisonne toujours en termes de communication et je raisonne toujours en termes de design. Et du coup, euh, mon objectif moi tout le temps, c'est de me débloquer parce que ça m'arrive à moi aussi, hein. C'est-à-dire que je travaille pas qu'avec des clients avec qui j'ai envie de travailler. Euh, et, 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 et j'ai bien souvent pas envie de faire ça et j'ai souvent envie de faire autre chose. Donc, des fois, je le pose comme étant une contrainte. Et souvent, je pose ça comme étant une contrainte et j'essaye de voir comment ça peut nourrir le reste de mes activités que je trouve plus importantes que ce que j'ai à faire à ce moment-là. On a tous 10 000 raisons de ne pas faire les choses, de ne pas les vouloir, de ne pas courir après, mais on est aussi dans un cadre institutionnel qui aussi a des attendus. Dans cette contrainte, on peut y trouver du sens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, j'avais pas envie, je l'ai fait quand même, et peut-être qu'en le faisant quand même, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses et j'ai fait des choses. Euh, ça se raconte. On va en rester là peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que déjà grand merci Guillaume pour ton professionnalisme. Tu as respecté le temps et puis le contenu était bien au-delà de la commande et je te remercie de ton application. Merci aux uns et aux autres d'avoir pris le temps de venir nombreux à ce webinaire parce que vous n'étiez pas obligés du coup en termes de contraintes. C'était une possibilité et puis j'espère que ça vous servira surtout pour cette soutenance et puis aussi au-delà dans d'autres contextes. Merci à tous. Tu veux rajouter un petit mot de la fin ou Guillaume? Non, Non. j'ai surtout pas envie de terminer par un voilà. Donc, en tous les cas, je vous souhaite une bonne continuation, des bonnes soutenances, et puis bah, au plaisir de vous croiser un jour ou l'autre sur les Ça, bancs de Miralles. ça ne manquera pas. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci à Au toutes et tous. revoir. Pour Au Merci. revoir. l'invitation et Au merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Tu peux arrêter, Fanny, l'enregistrement?